Bonjour, je m'appelle Anna R. Je suis photographe et documentariste. Je suis donc à l'origine de I Am With Them, qui est un manifeste, c'est-à-dire une prise de position pour les réfugiés. I Am With Them est une réaction, c'est un geste. Et si ce soir on parle de solidarité, le mot geste est essentiel. Durant l'été 2015, j'ai eu la nausée, la gerbe, pour parler crûment, face aux images des télévisions qui se déversaient, des bateaux. Et puis un jour, il y a eu l'image de trop, en fait. Et en fait, les mots de trop. Le 27 août 2015, un camion a été retrouvé sur une route d'Autriche. Les journalistes des chaînes d'infos nous ont dit qu'ils sont des dizaines asphyxiés à l'intérieur. Des dizaines. 10, 20, 30. Quelle importance. On ne parlait pas d'un territoire en guerre, on parlait de l'Autriche, quoi. Derrière, juste derrière. Je ne comprenais pas ce qu'on me disait, et j'ai beau me le dire encore aujourd'hui, je ne le comprends toujours pas. Au bout de 3 jours, on a fini par savoir, ils étaient 72. 72. Alors je suis partie avec une seule ambition, leur redonner leur identité et leur humanité. Ils sont plus que cet exil, ils sont plus que des réfugiés, ils sont. C'est Ronida, elle a 21 ans, elle est kurde, elle est syrienne, elle est magnifique. Elle est partie retrouver son père et son frère en Suède. Sa mère et sa petite sœur sont encore à la frontière syro-turque, dans un camp. Je n'ai pas photographié de larmes sur la route, j'ai refusé de le faire, mais les larmes de Ronida étaient des larmes de colère. Il s'appelle Selim. Quand je l'ai rencontré, il avait 18 mois. C'était en septembre 2015. Son petit frère Ahmad avait 40 jours. Son père Kafi était vendeur de légumes ambulant à Alep. Son camion a explosé sous une roquette. L'armée voulait l'enrôler, alors il a fui. Quand ils sont tous arrivés en Grèce, après la terreur de la mer, ils pensaient qu'ils étaient sauvés. Moi aussi, je pensais qu'ils étaient sauvés, en fait. Nawar et ses amis chrétiens, quand les chrétiens d'Orient arrivent en Europe, ils sortent leur croix. Ils espèrent qu'ainsi, ils seront mieux reçus. Nawar est un hipster de Damas. Il est graffeur, il est top, quoi. Il est aux Pays-Bas. Il est parti avec ses crayons et ses cahiers, mais sans sa fiancée qui est restée à Damas. Alors il a fait tatouer sur son cœur son prénom. Je vous présente Abdelrahman. Il a 12 ans, il est arrivé avec son grand frère. Ses parents sont restés à Dar el-Zor. Il dit, là-bas, si tu ne pries pas, il te coupe la tête. Si tu dis un gros mot, même sans le faire exprès, eh ben, il te coupe la tête. Si tu fumes une cigarette, il te coupe la tête. Je voulais vous montrer Ali, Farid et Mohamed, en fait, plus que vous les montrer, que vous les rencontriez. Ces 3 jeunes hommes d'Alep, ils étaient copains d'enfance, mais ils ne vivaient pas dans le même quartier. Quand la guerre a explosé, éclaté, on leur a demandé de combattre les uns contre les autres, ils ont refusé. Du coup, ils ont fui. La majorité des jeunes hommes syriens que vous voyez sur la route ou en exil sont des déserteurs. Ce sont des jeunes hommes qui refusent de combattre. Farid, qui est celui avec le t-shirt rouge, m'a demandé pourquoi je l'ai photographié. Il m'a dit « je ne suis rien ni personne ». Farid, en arabe, ça veut dire « unique ». Je lui ai dit, il n'a même pas souri. Mohamed, qui est celui de gauche, qui est le plus taiseux des 3, m'a dit que quand ils étaient ados, ils regardaient National Geographic et ils rêvaient de faire un grand voyage en Europe. Et que maintenant, ils étaient là et qu'ils ne voulaient pas être là. Au bout de 2 heures de conversation avec moi, ils sont partis, ils sont montés sur le ferry. Ça me fait mal au cœur, mais ça fait partie des rares dont je n'ai pas de nouvelles, même pas sur Facebook, donc je ne sais pas où ils sont. Ils faisaient la queue pour monter dans le ferry, convaincus, encore une fois, qu'arriver sur le sol ferme d'Europe, tout irait bien. Shadi est un combattant, il a 22 ans, c'est un combattant de l'armée libre, il avait peur qu'on reconnaisse ses vêtements,
Donc il a ma cape de pluie. Il était un combattant de Dar el-Zor. Il est parti avec 5 € en poche. Quand Daesh est rentré, il a fui. Pour aller continuer la route, quand ils arrivent à Athènes, ils payent 90 € chacun pour monter dans un autocar et aller en Macédoine, où là encore, ils faisaient la queue. Ces camps sur la route de l'Europe, depuis l'accord sordide qu'on a signé avec la Turquie, sont supposément fermés, mais ne le sont pas en fait. Ce sont des poches où encore des gens sont là, en attente. Ezzeldin a 72 ans, il était fermier, il ne voulait pas partir, mais il voulait que ses enfants partent, et ses enfants ne voulaient pas partir sans lui. Son fils aîné l'a pris sous le bras et l'a emmené. Les autres enfants sont restés parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour partir tous, et qu'ils se disaient que si le père restait, il ne partira jamais. Samra a 25 ans, elle est soudanaise, c'est la double peine. Elle a immigré quand elle était enfant et elle a vécu dans un camp en Syrie avec sa famille. Aujourd'hui, elle vit avec sa famille à elle, dans un camp en Autriche. Elle a accouché sur la route quand je l'ai rencontrée. Yunan, qui veut dire Grèce en arabe, avait 5 jours. J'ai rencontré 5 femmes qui ont accouché sur la route, juste moi. C'est Mirvat, c'était le soir de son anniversaire. Il continue la route. Je pensais, comme eux, qu'au fur et à mesure de la route, les choses allaient s'améliorer. Et je dois vous dire que chaque jour a été pire que le précédent. Chaque jour. Jilan vient d'Alep, elle est architecte. Elle a été à l'université jusqu'au bout pour passer ses diplômes. Et quand j'étais là, assise dans les ordures avec elle, j'avais honte, tellement honte, en tant qu'Européenne. C'est Mahmoud. Mahmoud a 5 ans, il vient aussi d'Alep. Et il a décidé pendant les 5 jours qu'on a passés là, dans ce camp-là, que tout était bon pour jouer. Donc il a foutu le feu aux poubelles, il a joué au foot avec les détritus, enfin il a décidé qu'il ne dormirait pas et qu'on ne le laisserait pas, quoi. C'était un enfant. C'est sa mère, elle s'appelle Batoul. Leur appartement a été bombardé au tout début de la guerre. Ils ont passé 5 ans à changer d'appartement en permanence. C'est Hassan. Hassan était boulanger à Raqqa. Raqqa, c'est une ville terrible, c'est le siège de Daesh. Et en sortant de sa boulangerie, il s'est pris une balle dans le dos. Il a été poussé par ses frères depuis la Syrie. Et il dit, vous voyez, moi je ne sers pas à rien. Et il me pousse, et moi je porte les couvertures. Il est en Allemagne, en train de se faire soigner. Salah! Bien chanté! Ce que vous venez de voir là, c'est le passage entre la Croatie et la Slovénie. On a marché 12 kilomètres. Les cris que vous entendez, c'est les parents qui appellent leurs enfants parce qu'ils les perdent dans la nuit. On a traversé des champs de maïs encadrés par une voiture de flics à gyrophare et 2 flics habillés en anti-émeute, à matraque, à cheval. Et les enfants couraient plus vite que les parents qui portaient des sacs. Et donc les parents perdaient, plus les petits garçons qui courent plus vite. Donc pendant qu'à Bruxelles, on se demandait en fait si c'était une crise humanitaire et donc qu'il fallait agir avant que ça devienne une crise humanitaire, moi j'étais là et je voyais des enfants mourir de faim et de froid. La nuit, ils dorment dehors. Sachez que c'est toujours le cas dans les camps des Balkans.
on leur donne des couvertures qu'on change gentiment toutes les 12 heures parce qu'elles sont trop humides. Bouchra a cru perdre ses 2 enfants de froid dans la nuit. Quand elle a dit au policier « J'ai peur qu'ils meurent de froid », le policier lui a dit « Moi aussi j'ai froid ». Dalal a 84 ans. Sa fille a été naturalisée suédoise. Elle vit en Suède depuis 15 ans. On a refusé le regroupement familial à Dalal parce qu'elle était trop vieille. Donc elle a fait la route poussée par son autre fille. J'étais en Europe à ce moment-là, la zone la plus riche du monde. Et les gens autour de moi brûlaient du plastique, leurs vêtements, pour réchauffer leurs enfants. Ils montaient aux arbres, ils cassaient des branches, et on était en Europe. Tout ça sous le regard de policiers. En l'occurrence, là, vous êtes à la frontière de l'Autriche, donc entre la Slovénie et l'Autriche, où à cet endroit-là que vous voyez, où l'arbre s'est cassé, les gens ont passé environ 10 jours. Et les silhouettes que vous voyez debout au fond sont des soldats autrichiens qui demandaient aux réfugiés de s'accroupir pour ne pas pousser. Quand je suis rentrée, ma rage était devenue encore plus forte que ma douleur, en fait. Donc j'ai tiré des portraits grandeur nature de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, et je les ai installés debout à l'Institut du monde arabe, en province, au Solidays, à l'ONU. D'autres hommes et d'autres femmes, du coup, sont venus les regarder, les rencontrer, et les regarder les yeux dans les yeux. Parce qu'à ce moment-là, on disait, il faut comprendre les Français, vous savez, ils ont peur, et puis c'est un flot de migrants, et on a peur du terrorisme. La réalité, c'est que c'est faux. 15 000 personnes sont venues à l'Institut du monde arabe. 55% des billets vendus étaient des billets jeunes. L'Institut du monde arabe n'a jamais vu autant de jeunes à une exposition. Certains pleuraient, certains restaient figés, et tous me posaient des questions. J'ai alors compris que si on montrait, alors les peurs disparaissaient. La raison et l'humain reprenaient leurs droits. Si on parle de solidarité, je voudrais vous parler de Nariman, qu'on a exposé là, avec sa mère. Ce qui est en train de sauver Nariman en Allemagne, c'est un geste, c'est presque rien. C'est sa voisine, qui est infirmière et qui, tous les soirs, en rentrant du boulot, est venue prendre un café avec elle. Ça a donné un sens à la vie de Nariman en Allemagne. Peu à peu, elle a amélioré son allemand, c'est devenu sa copine. Elles sont sorties le samedi soir. Et grâce à ça, Nariman est sauvée, et son intégration est sauvée. Et ça marche partout, le presque rien, même dans des zones qui sont difficiles. Je reviens, j'étais il y a 2 jours dans le Nord, à Grande-Synthe, Dunkerque. Si on y croit, la solidarité fonctionne. Grande-Synthe, c'est une des villes les plus pauvres de France. C'est 24% de chômeurs, c'est 31% sous le seuil de pauvreté. Et pourtant. Il y a peut-être un moment difficile pour le faire passer dans sa population, et encore, mais une fois que c'est fait, ça se passe bien, quoi. J'ai plein d'exemples comme ça, quoi. À Arras, par exemple, qui est le plus près de chez nous, il y avait des manifestations, on ne voulait pas de ce centre d'accueil qui allait ouvrir. Et finalement, du jour où il s'est ouvert, ça s'est tué, et aujourd'hui, il y a plein d'échanges qui se font extraordinaires. Voilà, il faut que les élus osent, il faut qu'ils répondent à ça, et que plutôt que d'être dans notre repli sur soi, dans notre individualisme galopant dans notre société, voilà, on voit bien que cette solidarité qui se met en œuvre, cette humanité qui se met en œuvre dans les villes, par les habitants, par des associatifs, par des ONG, purée, mais ça marche super bien, quoi. Voilà, ça marche super bien. C'est le maire de Grande-Synthe qui dit ça. Le maire de Grande-Synthe, quoi. Cette crise, c'est notre échec à nous tous, Européens. Et j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi, en fait. Mais il me semble quand même que j'ai compris un truc. C'est qu'on peut rien sans regarder, sans comprendre l'autre. On peut rien. On peut rien savoir, on peut rien comprendre, on peut rien décider et on peut rien accepter si l'on n'a pas vu et pas regardé l'autre. À mon retour, j'ai rencontré des gens qui voulaient faire. J'ai rencontré des ministres qui ne savaient pas comment faire.
j'ai rencontré des ambassadeurs qui voudraient bien faire, mais en fait, tous avaient besoin de voir. Ils me rencontraient pour voir, pour comprendre. Peut-être que si on leur avait donné plus à voir et à comprendre, peut-être auraient-ils mieux décidé. Mon rêve, parce que j'en ai un, serait que dans chacune de nos démocraties, les pouvoirs publics et les personnes qui ont les moyens de le faire investissent dans des gestes artistiques, ethnographiques, sociologiques, qui, à travers le regard sur l'autre, nous permettent de vivre ensemble parce qu'on le comprend mieux. Parce que la connaissance de l'autre est indispensable à la démocratie et à chacun d'entre nous, et que la solidarité, ça commence juste par un regard. Voilà. Bonne soirée. Au revoir.